Les lumières se sont rallumées et ont révélé qu'il se tenait juste à côté de moi, tenant une poupée vaudou qui me ressemblait beaucoup. Il la tenait fermement, avec une aiguille plantée dans le cou. J'ai avalé de travers et j'ai levé les yeux vers lui. Je voulais juste en savoir plus sur vous. La peur dans ma voix était évidente. Mais il apportait une main à sa bouche pour me faire taire, alors qu'il s'agenouillait avec la poupée dans sa main. « Utilise ta voix intérieure, Travis. Nous sommes dans une bibliothèque. » Il m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré vers le haut. « Tu veux en apprendre plus sur moi, hein? Tu veux savoir ce que cette traînée m'a fait ?» Il a demandé, ses dents devenant de plus en plus pointues à mesure qu'il parlait. J'ai fouillé dans ma poche et sorti la page que j'avais arrachée. Il l'a regardée avec dégoût au début, mais aussi avec un sentiment de tristesse. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. » J'ai gémi en frissonnant et en essayant de reprendre le contrôle de mon corps. Il m'a regardé puis a regardé le papier et s'est mis à rire comme un enfant. « Je ne vais pas te tuer, mon garçon. J'ai besoin de toi pour certaines choses. » Il m'a dit en me relevant la tête pour me fixer avec ses yeux de bouton. Mais après ce petit coup d'éclat, on dirait que je vais devoir mettre les choses en marche. Il a soupiré, m'a remis sur les pieds et a balancé la poupée de haut en bas. « Que voulez-vous dire ?» je lui ai demandé, me faisant à nouveau interrompre. Il m'a tapoté la tête et a murmuré quelque chose à l'oreille de la poupée. J'ai soudain été pris de somnolence et j'ai fini par m'évanouir. Je me suis réveillé ce matin, j'étais dans ma chambre. Avais-je rêvé de tout cela? Cependant, la photo de Charles et Marie était toujours dans la poche de mon sweat à capuche, et cela a rapidement dissipé toute idée de cauchemar. Je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain à côté de ma chambre, et je me suis mis à crier. En regardant mon reflet dans le miroir, il y avait 2 gros boutons noirs, là où mes yeux auraient dû être. Je ne sais pas ce qu'il me fait, et je ne sais pas comment l'arrêter. Il faut que je trouve un moyen avant de finir comme tous les clients. Ma peau devenait toute blanche, alors il fallait se dépêcher. En gardant la porte fermée sur mes parents alors qu'ils essayaient de comprendre pourquoi je criais, j'ai fini par les convaincre que j'avais vu une énorme araignée et que je l'avais tuée. Lorsque j'ai finalement entendu leurs pas s'éloigner de la porte de la salle de bain, je me suis à nouveau regardé dans le miroir. Il n'y avait aucun doute que mes yeux avaient été remplacés par des boutons. Je ne pouvais pas cligner des yeux, même si je n'en avais pas vraiment besoin, et je pouvais voir beaucoup mieux qu'avant. J'étais coincé. Je devais en apprendre plus sur Créole, et apprendre à le vaincre avant de me transformer en ce que j'étais sur le point de devenir. Je devrais trouver la nouvelle mère d'Olivia. Malheureusement pour moi, je n'avais aucune idée de l'endroit où elle vivait. Je tirais sur mes cheveux en essayant de trouver où elle pouvait vivre, quand j'ai eu une idée. Tous les objets qui étaient sur le corps de la mère d'Olivia étaient derrière le comptoir au magasin. Cela incluait un téléphone portable et son portefeuille, où je pourrais trouver peut-être sa carte d'identité. Super, de retour dans l'antre du lion. Je me suis rhabillé et me suis couvert la tête avec la capuche. J'ai couru devant mes parents en leur disant que j'étais en retard pour le travail et je suis sorti. Arrivé au magasin, j'ai rassemblé tout le courage que je pouvais et je suis entré. Et j'ai été immédiatement confus quand j'ai vu qu'il n'y avait personne. La porte du bureau était fermée et la porte du sous-sol était fermée à clé comme d'habitude. Pour l'instant, tout allait bien. En me dirigeant vers le comptoir, j'ai fouillé dans le conteneur des affaires des gens et j'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. « Sophie », ai-je dit à haute voix, en regardant la carte d'identité de la vieille mère d'Olivia qui contenait son adresse. Et c'était à quelques pas d'ici. En mettant la carte dans ma poche, je me suis rapidement tourné pour partir, et je suis tombé sur Créole qui se tenait derrière moi. « Tu as l'air très distingué avec des boutons. » Il a attrapé mon visage avec ses mains et a poussé la capuche de ma tête. En levant les yeux vers lui, j'ai frissonné tandis qu'il me fixait avec une expression heureuse. « Tu as l'air bien pâle ces jours-ci. Es-tu malade, Travis ?» Son visage montrait une fausse inquiétude évidente. En regardant ma main, j'ai vu qu'elle devenait rapidement aussi blanche que la sienne. « Arrêtez, qu'est-ce que vous me faites ?» lui ai-je dit, en tapant sur sa poitrine et en le poussant finalement hors de mon visage. Je me suis éloigné de lui et j'ai commencé à me diriger vers la porte d'entrée. « J'ai besoin d'un employé pour le magasin. Tu as accepté ce travail, Travis, a-t-il dit, en prenant ma poupée vaudou sur le comptoir. Il a sorti une aiguille de sa poche et l'a approchée du cou de la poupée.
Je me suis figé et je l'ai regardé en serrant les dents. Regardant derrière lui, j'ai prétendu être inquiet, faisant croire que Marie s'était échappée de la cave. Il est tombé dans le panneau et a regardé derrière lui. J'en ai profité pour lui jeter le portable de Sophie que j'avais gardé en pleine tête, faisant tomber son chapeau et le faisant tituber un peu. Puis j'ai rapidement fui le magasin et j'ai commencé à me diriger vers la maison d'Olivia. J'espérais que la poupée vaudou avait une portée limitée sur moi, et heureusement je pense que c'était le cas, puisqu'il ne m'est rien arrivé pendant le trajet. Essoufflé, j'ai regardé autour de moi pour essayer de trouver la bonne maison. Assez rapidement, je l'ai aperçue et m'y suis dirigé pour frapper à la porte. « Tu travailles avec Monsieur King Créole !» Olivia s'est exclamée quand elle m'a ouvert la porte. Mais un regard de confusion s'est formé sur son visage quand elle m'a vu avec des yeux de bouton et la peau très blanche. « Moi aussi j'ai le droit d'avoir des yeux de bouton, non ? Je dois parler à ta maman. » Elle a hoché la tête et m'a laissé entrer dans la maison. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que toutes les photos de la maison étaient celles d'Olivia et de sa nouvelle mère. Il n'y avait pas une seule photo de Sophie. La voix douce et inquiète de la nouvelle mère d'Olivia a retenti. J'ai levé les yeux et je me suis précipité vers elle. Je l'ai attrapée par le col de sa robe et je l'ai secouée. Le désespoir se lisait sur mon visage. « Aidez-moi, comment je peux arrêter ça ?» Je suppliais la femme de m'aider de toutes les manières possibles. Je ne voulais pas finir comme Sophie ou toutes ces autres personnes que Créole avait tuées. Je connais son vrai nom et je sais qui est enfermé dans le sous-sol. S'il vous plaît, dites-moi comment je peux me sortir de ça. Je ne sais pas. Si je dis du mal de lui, je peux... Elle a regardé Olivia qui jouait dans le salon. Elle ne nous voyait pas et était dans son propre petit monde. Elle s'est retournée vers moi et s'est mordu les lèvres. « Allez à cette adresse. » Elle a dit rapidement, en sortant un bloc-notes et en griffonnant dessus. « S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas loin. » Ça l'est, j'en ai peur. Mais c'est la seule solution pour vous aider. A-t-elle dit en déchirant la feuille de papier et en me la tendant. Je l'ai regardée et j'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas juste à côté du magasin. Il ne va pas le savoir. Je lui ai demandé, me demandant si elle m'envoyait en mission suicide. Mais elle a secoué la tête et a gardé ses mains jointes autour du bloc-notes. Il ne va plus là-bas. Tu devrais y être en sécurité. Son visage s'est tordu de peur alors qu'elle couvrait sa bouche avec ses mains. Le bloc-notes est tombé par terre et elle s'est éloignée de moi. J'ai frissonné pendant qu'elle faisait ça, effrayé par ce qu'elle aurait pu voir. « Pourquoi tu es tout rouge, monsieur ?» Olivia portait désormais son attention sur moi et elle a incliné la tête en signe de confusion. Est-ce que je rougissais ? J'ai sorti mon téléphone et je me suis regardé dans l'appareil photo. Et mon cœur s'est effondré en un instant. Mes joues étaient peintes en rouge, comme celles d'une marionnette. Je me suis retourné et j'ai couru hors de la maison, rempli d'adrénaline et complètement en mode panique. Il était en train de me transformer en marionnette. Et si je ne l'arrêtais pas bientôt, ça allait être fini pour moi rapidement. Je devais en savoir plus sur lui et peut-être trouver un moyen de l'arrêter pendant le rituel. Ralentissant après un moment, j'ai repris mon chemin vers la boutique. Mais au lieu de tourner à gauche comme d'habitude, j'ai continué à avancer et j'ai atterri dans un vieux bâtiment décrépit, tout comme le magasin de vaudou. Les vieilles lettres décolorées indiquaient « bibliothèque », mais je n'avais jamais vu ni entendu parler de cet endroit. Vu son aspect, je pouvais comprendre pourquoi. Soupirant et entrant la tête haute, je me suis approché des portes. Et je les ai trouvées complètement fermées derrière des planches de bois. Heureusement pour moi, il y avait une fenêtre cassée juste à côté. Je suis donc entré dans le bâtiment et j'ai commencé ma recherche. Je me suis dirigé vers la section des références où j'ai trouvé beaucoup plus d'informations, détaillant des choses sur Charles Sumner. Et disons juste que c'est une histoire bien réelle. Charles Sumner est né dans une famille pauvre. Son père est mort du choléra et sa mère a dû l'élever seule. Heureusement pour eux deux, la mère de Charles était une sorcière vaudou très appréciée par la communauté. Charles, quant à lui, est devenu un prodige du piano à l'âge de 7 ans. Il a fait carrière dans ce domaine et assez rapidement, à 18 ans, il a créé son propre groupe. Il n'était pas millionnaire, mais il semblait bien loti. Mary Simmons était la chanteuse du groupe et sa fiancée. Mais ces informations ne m'ont pas aidé du tout, et j'étais sur le point d'abandonner complètement et de brûler tout le magasin,
quand j'ai soudainement tourné la page du livre de référence que je lisais sur Charles, quand en grosses lettres noires, un gros titre de journal disait « Charles Sumner a disparu ». Intrigué, j'ai lu du mieux que j'ai pu la vieille page délabrée du livre. Charles était sorti avec ses camarades de groupe et n'était jamais rentré chez lui. J'ai regardé autour de moi et essayé de trouver d'autres informations. Sur Charles, Marie, n'importe qui. Et puis je l'ai trouvé. Marie Simmons et 6 autres ont disparu. En lisant l'article, j'ai levé les yeux car j'entendais des pas dehors. Mais c'était juste des junkies qui marmonnaient quelque chose entre eux. Je suis retourné à ma lecture. Marie avait disparu environ 4 mois après Charles. Je me suis frotté le menton et j'ai regardé les autres livres que j'avais jetés partout. Sa mère, j'ai songé, partant sur une intuition et essayant de trouver un livre ou quelque chose sur elle, si elle était si aimée par la communauté. Et j'ai trouvé. Bien qu'elle se soit retirée de la vie publique après la disparition de Charles, j'ai réussi à trouver une interview qu'elle avait donnée avant. Elle reprochait à Marie la disparition de Charles, et plus important encore, les 10 000 $ manquants qu'il avait gagnés à un concours la nuit où il est sorti. Je rassemblais les éléments dans mon esprit lorsque j'ai entendu « Tu aimes cette lecture, mon garçon ?» Casey m'a fait sursauter. Il se trouvait juste assis sur l'étagère en face de moi. « Une très bonne lecture, Charles, » je lui ai répondu. Le sourire sur son visage a disparu quand je l'ai appelé comme ça. Il s'est mis en colère et a sauté de son perchoir. Puis il m'a attrapé et m'a plaqué très fort contre l'étagère. « Ne m'appelle pas comme ça, » a-t-il dit, levant son poing pour me frapper. Mais au même moment, je lui ai donné un coup de tête, puis je l'ai frappé avec un livre et l'ai poussé. Il est tombé sur le sol et m'a fixé avec de la colère dans ses yeux de bouton. « Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Pourquoi tu l'as enfermée dans le sous-sol ?» j'ai dit tout en levant le livre au-dessus de ma tête pour le frapper à nouveau. Il s'est levé, a arrangé sa cravate et m'a regardé comme si j'étais un ver qu'il venait de piétiner. Il m'a attrapé par le col et a regardé mes yeux de bouton avec les siens. Cette traînée mérite tout ce que je lui ai fait subir. Dans une pure poussée d'adrénaline, j'ai attrapé sa bouche par les points de suture et j'ai tiré aussi fort que je le pouvais. J'ai réussi à arracher toute la longueur de la suture, ce qui l'a fait me lâcher et trébucher en arrière. Il s'étouffait, toussait, et me regardait avec ce liquide noir qui s'écoulait de sa bouche. Agissant rapidement, j'ai couru vers lui et j'ai poussé de tout mon poids. En fouillant dans les poches de son manteau alors que nous tombions tous les deux sur le sol, j'ai réussi à lui extirper sa bobine de fil noir et la clé du sous-sol. Je me suis relevé et me suis dirigé vers l'entrée de la bibliothèque. Il me hurlait dessus, mais quand j'ai jeté un œil, j'ai remarqué qu'il luttait pour se relever. Il est clair qu'arracher ses fils de sa bouche lui causait quelques soucis. Mon instinct a bien fonctionné sur ce coup-là. En sortant par la fenêtre par laquelle j'étais entré, j'ai regardé mes bras qui étaient devenus blancs, mais la couleur s'arrêtait au coude, ce qui signifie que j'avais gagné un peu de temps. À présent, je savais ce que je devais faire. Je devais aller dans la cave. En possession de la clé et d'une barre de fer rouillée que j'ai volée à l'extérieur de la bibliothèque, j'ai commencé à marcher vers le magasin de King Creole. 1 million de choses traversaient mon esprit à ce moment-là. Des pensées sur Charles, ce qui lui était arrivé, et à ce qui allait m'arriver. En ouvrant la porte de la boutique, tout était silencieux. Même la cloche rouillée était beaucoup plus silencieuse que d'habitude. En regardant le mur de poupées vaudou, j'ai vu qu'elles commençaient toutes à pourrir et à tomber des étagères. Casey doit vraiment être affaiblie. Confiant, je me suis dirigé vers le sous-sol et me suis arrêté. Son bureau. Je me suis décidé à le fouiller. Peut-être y avait-il quelque chose là-dedans. En entrant dans le bureau, j'ai vu la plupart de ce que j'avais vu la première fois. Un bureau bien rangé et des photos griffonnées. Mais cette fois, j'ai prêté attention aux photos. J'ai vu qu'il s'agissait de Charles et Marie. En ouvrant les tiroirs, je n'ai pas trouvé grand-chose. D'innombrables boutons et du fil à coudre, ainsi que plusieurs paires de gants. Sur le point de partir, j'ai vu sur son bureau une photo qui n'était pas trop endommagée, bien en évidence. Une photo de Charles Sumner, jeune, et de sa mère. En regardant hors du bureau et en direction de la porte du sous-sol, j'ai su que toutes mes réponses viendraient d'en bas. J'ai finalement inséré la clé et l'ai tournée, ouvrant la porte et regardant tout en bas. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe de poche pour descendre.
Les vieilles marches en bois branlantes grinçaient à chacun de mes pas. Il y avait des squelettes et des vêtements partout. C'était encore plus effrayant et plus dégoûtant que je ne l'avais imaginé. Des corps en décomposition et pourris gisaient partout, certains accrochés à des ficelles comme des marionnettes, et d'autres ayant clairement été rongés par quelque chose. Et ce quelque chose a rapidement attiré mon attention. Le bruit de la porcelaine qui craque a attiré mon attention dans le coin de la pièce, où Marie était assise et me regardait avec horreur. « Il t'a eu, toi aussi. » Elle a pleurniché doucement, en se mettant en position fétale. Je me suis approché d'elle, le téléphone braqué sur son corps fendu et brisé. J'ai gardé ma barre avec moi dans la main juste au cas où elle aurait des idées. Que lui est-il arrivé ? A priori, il ne s'est pas réveillé comme ça, comme moi. Je lui ai demandé, gardant une distance avec elle et attendant la réponse. Elle s'est recroquevillée plus fort, ne voulant manifestement pas cracher le morceau. Mais finalement, elle a parlé. « Je l'ai trompé. » Elle m'a regardé avec le seul œil qu'elle avait. Son visage était fendu et son œil droit était manquant. Mais l'autre brillait dans la lampe de poche que j'avais braquée sur elle. Charles était un homme adorable et quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai cédé. Mais je voyais déjà quelqu'un d'autre, un mafieux. Et vous vouliez le faire disparaître et voler ces 10 000 $? Non, ce n'était pas du tout l'intention. J'ai dit à Henri que je voulais juste qu'il lui fasse peur pour qu'il quitte la ville. Henri et ses hommes sont allés trop loin. Elle m'a attrapé et m'a secoué rapidement d'avant en arrière. Je ne leur ai pas demandé de le torturer. Attends, torturer ? J'ai demandé rapidement, en repoussant la poupée de porcelaine. Je tenais tout de même ma barre de fer d'une main. Elle avait l'air fragile, mais quelque chose à manger tous ces cadavres. Et elle était la seule chose vivante ici. Oui, ces stupides idiots. Elle a commencé à pleurer en levant les yeux vers moi, tenant ses 2 mains en l'air et frottant ses cheveux en désordre. Ils l'ont torturé. Ils l'ont battu. Ils lui ont arraché les yeux et lui ont coupé la tête. Je ne te crois pas une seconde. Il a fait des choses horribles à des gens, mais si tu as causé ce qui lui est arrivé, tu n'es pas mieux que lui. Ça n'avait pas de sens, du moins de la façon dont elle le disait. Quoi ? Mais... Elle a commencé, essayant visiblement de réparer son mensonge. Mais elle s'est ravisée et a soupiré, frottant son visage fissuré et hochant la tête derrière ses mains. Elle a levé les yeux vers moi, puis a dit « Très bien, je voulais me débarrasser de lui. Mais je n'étais pas assez forte pour lui dire que je ne l'aimais plus. Il passait tout son temps à faire des concerts où je devais chanter. Je détestais ça. Je détestais tout ça. Alors quand Henri est arrivé dans ma vie, j'ai décidé d'être égoïste pour une fois. » Je suppose que tu ne t'attendais pas à ce qu'il revienne sous la forme d'un fantôme vaudou revanchard. Je me suis éloigné d'elle, et je suis retourné vers les escaliers. Elle m'a suivi, la colère sur son visage. Si Henri avait correctement caché son corps, sa mère ne l'aurait pas découvert et transformé en ce monstre. Maintenant, je ne suis rien d'autre que son punching ball. Il me répare, puis il me casse encore et encore. Elle était désespérée. Je suis désolé, Marie. Je le suis vraiment. Mais en même temps, tu n'es pas une victime innocente. J'ai répondu, baissant les yeux sur mon téléphone quand il a vibré. Un numéro inconnu, bien que je savais exactement qui c'était. « Travis, mon garçon. Désolé, mais ta chance a tourné. » La voix familière m'a dit, avant que quelque chose ne me frappe à la tête et que je perde tout contrôle de mon corps. Je me suis effondré sur le sol et j'ai perdu connaissance. Ces belles chaussures de ville sont apparues juste au moment où j'ai perdu conscience. « Debout, debout, fiston !» Créole a fredonné, en me frappant durement le visage avec un gant. J'ai immédiatement essayé de bouger, mais je me suis retrouvé coincé et piégé. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu que j'étais toujours dans le sous-sol. Mais j'étais attaché à une table. « Tu vas me couper en deux ?» j'ai demandé, en gémissant à cause de la douleur lancinante dans ma tête. Je le regardais et j'ai réalisé qu'il avait perdu un œil. Puis j'ai vu qu'il avait utilisé le fil de cet œil pour recoudre sa bouche. « Malheureusement non, j'ai besoin que tu sois en entier. » Il soupira, s'approcha de moi et me tapota le nez, souriant quand il s'est retiré. « Non, Travis, mon garçon, en fait j'ai besoin de toi vivant. Enfin, en quelque sorte. »
Il a laissé tomber un sac lourd sur ma jambe, ce qui m'a fait hurler de douleur. « Charles, s'il te plaît, il ne mérite pas ça !» La voix douce de Marie a parlé, ce qui a poussé Créole à arrêter de fouiller dans le sac et à regarder dans une direction que je n'arrivais pas à cerner. J'ai voulu attraper ma barre de fer quand il est sorti de mon champ de vision. Le son de la porcelaine brisée était plus que suffisant pour que je comprenne ce qu'il lui faisait. Désolé pour cette interruption. Il est revenu avec un petit rire. Il a laissé tomber la barre sur le sol et a cherché dans le sac une fois de plus. Il a fait un grand sourire quand il a finalement trouvé l'objet qu'il cherchait. Il a sorti une ancienne perceuse manuelle, une chignole. « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» je lui ai demandé, en essayant d'échapper au lien qui me maintenait fermement sur la table. Il m'a regardé avec un large sourire, en plaçant la perceuse sur ma paume exposée. « J'ai besoin d'un employé permanent. Quelqu'un qui peut travailler dur et ne jamais prendre de pause ou refuser un ordre. Si tu avais été un bon garçon et que tu avais simplement suivi mes ordres, je n'aurais pas eu à faire ça. Mais il fallait que tu commences à fouiner, n'est-ce pas ? » Puis il a commencé à forer dans ma main. J'ai crié, supplié. Je me suis débattu et j'essayais par tous les moyens de m'échapper. Arrivé à la deuxième main, je commençais à avoir moins mal, car je pense que j'étais en train de m'évanouir à cause de la perte de sang à ce moment-là. Pour les pieds, idem, je n'ai presque plus rien senti. Alors que je luttais pour rester conscient, j'ai vu qu'il avait commencé à attacher d'épais morceaux de ficelle dans les trous de mes mains et de mes pieds. « Tu vas faire partie de la famille Travis. Tu as pratiquement la tête de l'emploi. » Sa voix s'est déformée alors que je glissais dans l'inconscient. Mais la sensation d'un objet tranchant et froid sur ma gorge m'a ramené à la réalité. Il avait une scie à métaux sur ma gorge. « Non !» ai-je dit. J'ai essayé de protester, mais j'étais trop faible pour bouger. « Désolé, mon garçon. C'est le seul moyen pour t'accorder l'immortalité. Heureusement pour moi, ma tête était encore assez intacte pour que ma mère me ramène à la vie. Donc tu vas être gentil et rester bien sage. Juste un petit trempage dans cette solution que j'ai préparée, et tu seras un nouvel homme. » Il appuya fortement la scie à métaux sur ma gorge et commença à la scier. Les premiers coups ont été d'une douleur inimaginable. Mais quand il a coupé dans ma moelle épinière, j'étais déjà mort. « Réveille-toi, réveille-toi, mon garçon. » La voix douce et aimante de Créole m'a parlé alors que je reprenais conscience. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que j'étais assis sur la table. Je me suis regardé et j'ai sursauté en voyant que j'étais dans mon propre costume noir. Ma cravate était rouge, contrairement à celle de Créole qui était violette. « Je suis vivant ?» j'ai demandé, en regardant vers lui et en touchant ma gorge. J'ai senti une longue rangée de points de suture tout le long de ma gorge, comme la sienne. « Oui, en effet, mon garçon. » Il m'a donné une claque dans le dos et a attiré mon attention sur un grand chaudron noir à proximité. La vieille recette de maman. Un petit coup de tête là-dedans, et tu peux dire adieu à la mortalité. Il m'a relevé et m'a aidé à me tenir droit. J'ai frissonné à l'idée que ma partie humaine soit morte, mais d'autant plus quand j'ai vu les cordes attachées à mes mains et mes pieds. « Que suis-je » lui ai-je demandé, en le regardant et en ayant envie de pleurer, malgré mon manque évident d'yeux. Il m'a regardé avec un grand sourire jaune. Il m'a tiré vers lui avec son bras autour de mon cou. « Tu es mon fils, employé de magasin, et ma marionnette personnelle, » a-t-il dit, soulevant un miroir et me révélant à moi-même. Je me suis mis à pleurer à ce moment-là, même si aucune larme n'est sortie. Mon visage était pâle, et le rouge de mes joues vif. Mes cheveux, normalement en désordre, étaient beaux et soigneusement peignés. « Maintenant, tu vas travailler avec moi, ici, pour toujours. » Il s'est reculé et a souri en me faisant signe de monter les escaliers. Je les ai regardés et j'ai refusé de faire un seul pas jusqu'à ce que la corde qui m'entourait se resserre et qu'une force invisible me pousse à monter. J'ai essayé de lutter, de courir vers la porte, de m'enfuir au loin, retrouver mes parents et me réveiller de ce cauchemar. Mais rien de tout cela ne s'est passé. Cette force m'a fait aller à mon comptoir et m'a planté là, incapable de bouger. « Travis, mon garçon,
On ne peut pas avoir un employé de magasin triste. On va arranger ça. » Il a fait la moue. Il a claqué des doigts et m'a souri. « Bien sûr que non, monsieur King Créole, » j'ai dit joyeusement. Je l'ai salué et lui ai souri en retour. Ma bouche et mon corps ont peut-être dit ça, mais mon esprit criait et voulait l'étrangler avec les cordes qui me tenaient debout. « Voilà un bon garçon !» Il a applaudi avec ses mains gantées et est allé dans son bureau, me laissant là, sans possibilité de m'asseoir ou de faire quoi que ce soit. Juste rester là et sourire comme un idiot. Je ne peux me contrôler que la nuit. Quand il verrouille le magasin, il passe tout son temps au sous-sol. J'ai le droit de m'asseoir et de faire ce que je veux, mais à la seconde où j'approche de la porte, mon maître invisible me force à retourner à mon poste. C'est ma vie maintenant. Je suis une marionnette dans les petits jeux malsains de King Créole. Tout ce que je peux faire, c'est sourire et vous remercier d'être venu. Je ne peux pas crier à l'aide ou quoi que ce soit. Je suis piégé ici et je ne trouve pas d'issue. Et n'oubliez pas de visiter le magasin de vaudou à moitié prix de King Créole. Nous avons tout ce que vous pouvez désirer. King Créole est un patron charmant et il sera plus qu'heureux d'exaucer vos vœux les plus fous. Quant à moi, je nettoierai ce qu'il restera derrière vous.